Asseyez-vous. L'audience est ouverte. Monsieur le Président de la République, soyez le bienvenu à la Cour des comptes. C'est au début de la Ve République que la présence du chef de l'État dans la première année de son mandat à l'audience solennelle de la Cour des comptes est passée de l'exception à la tradition. Et je suis très heureux que vous nous fassiez à votre tour l'honneur de prendre place sur ce parquet en votre qualité de premier magistrat de la République. Monsieur le Président du Sénat, c'est avec plaisir et reconnaissance que je vous salue également. Votre présence fidèle aux audiences solennelles de la Cour démontre, je crois, l'attachement qui est le vôtre à notre juridiction. Avec celle des parlementaires présents ce matin, et en particulier des présidents des commissions des finances et des lois des deux assemblées, elle rend visibles les liens de confiance qui lient la Cour et le Parlement, des liens nourris par une volonté commune de contribuer à l'amélioration de l'action publique. La Cour des comptes accueille pour la première fois en ses murs plusieurs ministres de votre gouvernement, Monsieur le Président de la République, et nous sommes très sensibles à leur présence. Madame la garde des Sceaux, votre participation à notre audience solennelle de rentrée est particulièrement significative car elle fait écho à la nature juridictionnelle de notre institution. La Cour incarne en effet un modèle juridictionnel d'institution supérieure de contrôle qui constitue une référence dans de nombreux pays. Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, je vous souhaite aussi la bienvenue. Chacun, dans notre rôle, nous poursuivons un même objectif, contribuer à la bonne gestion des deniers publics. Et dans cette perspective, les relations qui unissent vos services et la Cour sont particulièrement intenses et constructives, et je forme le vœu qu'elles le soient toujours davantage. Mesdames et messieurs les hautes autorités, dans vos qualités et responsabilités respectives, je vous remercie sincèrement et chaleureusement pour votre présence parmi nous ce matin, qu'elle soit habituelle ou inédite. Celles et ceux qui ont déjà participé à notre audience le savent, chaque année, l'audience solennelle de rentrée est marquée par l'installation de nouvelles auditrices et de nouveaux auditeurs issus de l'École nationale d'administration. Le serment que je vais recueillir dans quelques instants les engagera pour toute leur carrière au sein des juridictions financières, d'une façon qui n'a rien d'anodine, garder le secret des délibérations, se comporter dans tous les aspects de sa vie comme un digne et loyal magistrat. Ces engagements constituent pour tous les magistrats qui les ont prononcés une grande exigence de rigueur et de probité dans le cadre de leur activité professionnelle, mais aussi en dehors de celle-ci. Leur installation, à laquelle nous allons procéder à présent, est donc un moment solennel pour eux, pour la compagnie qu'ils ou elles rejoignent et pour les proches qui les accompagnent aujourd'hui. Après l'intervention du procureur général, je reviendrai sur quelques messages essentiels des juridictions financières, puis, Monsieur le Président de la République, vous donnerez la parole. Monsieur le secrétaire général, veuillez donner lecture de textes intéressants des magistrats de la Cour. Par décret du 5 janvier 2018, Madame Hélène Zarzinski, Messieurs Antoine Aberti, Jérôme Perdreau, Romain Garot et Madame Margot Renaud sont nommés et titularisés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes au grade d'auditeur de 2e classe à compter du 1er janvier 2018. Merci, Monsieur le secrétaire général. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Nous, procureur général de la République, vu la loi du 16 septembre 1807, vu le Code des juridictions financières, et notamment ses articles L112.3, L123 et R112.11, vu le décret du 5 janvier 2018 par lequel le président de la République a nommé auditeur de 2e classe à la Cour des comptes, Madame Hélène Zarzinski, Monsieur Antoine Aberti, Monsieur Jérôme Perdreau, Monsieur Romain Garot et Madame Margot Renaud, requérons qu'il pèse à la Cour, après avoir recueilli leur serment, les installer chacun en qualité d'auditeur à la Cour des comptes, pour en exercer les fonctions et jouir des honneurs, prérogatives et émoluments qui y sont attachés. Merci, Monsieur le procureur général. J'invite Monsieur Smagnotto, auditeur de 1re classe, et Monsieur Saint-Étienne, auditeur de 2e classe, à se rendre auprès de Madame Zarzinski, Messieurs Imberti, Perdreau, Garot et Madame Renaud, et les introduire à l'entrée du parquet.
Mesdames, Messieurs, veuillez lever la main droite. Vous jurez de bien et fidèlement remplir vos fonctions, de garder le secret des délibérations et de vous comporter en tout comme de dignes et loyaux magistrats. Madame Czarzyński, Monsieur Imberti, Monsieur Perdreau, Monsieur Garot, Madame Renaud, acte est donné de votre serment. La Cour, vu la loi du 16 septembre 1807, vu le Code des juridictions financières, vu le décret du 5 janvier 2018 par lequel le Président de la République a nommé et titularisé dans le corps des magistrats de la Cour des comptes Madame Czarzyński, Messieurs Imberti, Perdreau, Garot et Madame Renaud, à compter du 1er janvier 2018, vu les serments prêtés ce jour par les intéressés, Monsieur le procureur général entendu en ces réquisitions, reçoit Madame Czarzyński, Messieurs Imberti, Perdreau, Garot et Madame Renaud en qualité d'auditeurs de deuxième classe pour en exercer les fonctions et jouir des honneurs, prérogatives et émoluments qui y sont attachés. Ordonne que transcription soit faite sur le registre des délibérations. Mesdames, Messieurs, veuillez prendre place parmi les auditeurs. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République, vous m'autoriserez à m'associer aux remerciements exprimés par le Premier Président pour votre venue et votre écoute. Chacun mesure le privilège que vous nous faites, et je mesure le privilège supplémentaire que vous m'accordez en écoutant quelques instants mes propos. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, les élus et les autorités, je souhaite vous dire également combien le parquet général de la Cour est honoré de votre présence, de votre fidélité pour la plupart d'entre vous et de l'intérêt que vous portez à nos travaux. Monsieur le Premier Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, il me revient de parcourir ce qu'est l'activité de la Cour et de son parquet. Je dis parcourir car la publication de ces travaux permet de mesurer précisément l'activité de la Cour. Il me paraît toutefois nécessaire de présenter en quelques mots à vous, Monsieur le Président de la République, ce qu'est le parquet général près la Cour. Un président de la Première Chambre, le président Levert, a déclaré dans son discours d'accueil du nouveau Premier Président, lors de notre séance solennelle du 13 juillet 1972, que le parquet général était la mémoire et la conscience de la Cour. Bien entendu, le ministère public, qui a un sens aigu du partage, ne saurait considérer que les magistrats du siège travaillent sans mémoire et encore moins sans conscience. Mais il est vrai que nous attachons un prix particulier à cette mémoire, dont la portée a d'ailleurs été profondément renouvelée à partir de 1982, quand ont été créées les chambres régionales des comptes dotées d'un ministère public. Ces procureurs financiers que vous nommez, Monsieur le Président de la République, et que j'ai l'honneur de coordonner afin d'assurer la cohérence de l'action des chambres et donc d'enrichir cette mémoire. Quant à la conscience, le parquet, en étant près de la Cour et non la Cour, en établissant ses conclusions sur la quasi-totalité des travaux de la Cour, mais en ne participant pas aux délibérés, les chambres bénéficient d'une distanciation heureuse qui enrichit la conscience qu'il entretient des devoirs et des ambitions des juridictions financières. Comment ne pas songer au rôle du parquet en relisant les propos du président Giscard d'Estaing, ici même, lors de la séance solennelle du 12 septembre 1974, puisque notre temps renverse les idoles et brise les tabous, qu'il rejette aussi les faux-semblants et les alibis. Plus fermes et plus nets seront vos référés, vos jugements et vos rapports, mieux vous servirez l'intérêt français d'aujourd'hui. Le parquet, Monsieur le Président, c'est une ambition forte, une conscience de nos devoirs, et finalement l'adhésion aux propos tenus par le général de Gaulle lors de la séance solennelle du 20 septembre 1960. L'ensemble formé autour de vous, Monsieur le Premier Président, par les présidents, les conseillers maîtres, les conseillers référendaires et les auditeurs, et auprès d'eux par Monsieur le Procureur général et le parquet, cet ensemble offre en effet un caractère de conscience, d'impartialité et de valeur qui mérite d'être hautement reconnu.
Permettez-moi maintenant de centrer mon propos sur une question majeure qui se pose à nous. Je vais parler des effets de la révolution numérique, de l'adaptation des métiers qu'elle exige, mais aussi qu'elle permet, car bien anticiper, ce sera aussi une chance. Le caractère disruptif des révolutions technologiques est connu. On annonce dans certaines études des suppressions massives d'emplois et on éprouve des difficultés à percevoir la nature et mesurer l'ampleur des métiers qui les remplaceront. En cela, la révolution numérique peut créer les mêmes inquiétudes que la révolution industrielle au XIXe siècle et la révolution informatique à la fin du XXe. Dans les deux cas, les inquiétudes apparaissent rétrospectivement excessives. Mais la révolution numérique, c'est-à-dire ensemble, la robotique autonome, les données de masse, le big data, et l'avènement de l'intelligence artificielle, a ce site spécifique qu'elle va impacter des emplois qualifiés. Elle touche des secteurs préservés jusqu'ici comme la santé ou l'éducation, mais aussi, pour se rapprocher de notre maison, les services juridiques et financiers ou encore les métiers de juge ou de la détection des fraudes. Prenons l'exemple du diagnostic médical. L'exploitation de vastes bases de données comprenant des millions d'informations cliniques et d'articles spécialisés qui se sont croisés avec les symptômes des patients, ses antécédents, pose un diagnostic et propose un traitement maximisant les chances de réussite. Réalité déjà au centre anticancéreux de New York, réalité demain en France pour peu que notre frilosité ne l'emporte plus en matière d'utilisation des données de santé. Les spécialistes de l'intelligence artificielle distinguent ainsi trois phases de développement. La première, souvenons-nous, fut l'apprentissage automatique supervisé de la machine. Ce fut Deep Blue, longuement programmé, battant Kasparov il y a 20 ans. La deuxième fut l'apprentissage profond, et ce fut il y a quelques semaines, AlphaZero, battant l'ordinateur champion du monde d'échecs après quelques heures seulement d'entraînement. Ces phases sont derrière nous. La troisième phase est l'apprentissage non supervisé et la capacité de la machine à faire preuve de sens commun, d'une intelligence générale qui permet d'acquérir de nouvelles compétences. Nous n'en sommes pas encore là. Sans doute faudra-t-il au moins 20 ans mesurer aujourd'hui. Votre âge, Monsieur le Président de la République, vous permettra d'être, avec les jeunes magistrats qui sont de ce côté-ci de la salle, un acteur de ce changement profond, alors que nous, de ce côté, serons pour l'essentiel dans l'éther. Alors, face à un tel tsunami, comment le travail des juridictions financières sera-t-il affecté? Progressant dans cette direction, la Cour et les juridictions financières ont déjà engagé avec les services de l'État 3 chantiers. Le premier, c'est la dématérialisation des comptes publics et des pièces à l'appui, qui permettra de gagner en efficacité, en efficience. Du moins, car nous n'y sommes pas encore, quand les systèmes d'information qui en traitent garantiront la traçabilité des opérations, leur intangibilité, la sécurité des habilitations, l'effectivité des opérations, encore la conservation et la quérabilité des données. Ces exigences sont animées par la conscience qu'en cas de défaillance, voire de malveillance, la dématérialisation des données peut entraîner de graves conséquences. Mais une fois passée cette transition laborieuse, voire douloureuse, nous devrions par exemple, l'État même, comptable public et juge des comptes, de mieux détecter les risques d'irrégularité. Nos contrôles y gagneront en profondeur et en rapidité. Il sera par exemple possible d'établir une cartographie dans telle région captive des marchés publics entre quelques entreprises du cru, ou pas, et ainsi de mettre en évidence des risques de pratiques anticoncurrentielles, voire frauduleuses. Deuxième chantier en cours, l'exploitation de vastes bases de données. Le législateur et l'autorité réglementaire ont souhaité renforcer le Code des juridictions financières sur ce point. Nous avons désormais un accès direct aux bases d'informations utiles à nos contrôles dans le respect des secrets protégés par la loi. Cela doit nous permettre de mieux contrôler, mais également par une analyse amont des enjeux et des risques, de mieux programmer nos travaux en ciblant nos audits là où ils porteront le plus de fruits. Troisième chantier bien avancé, la Cour s'est résolument engagée dans la démarche en faveur de l'ouverture à tous des données publiques. Elle ambitionne de rendre ainsi progressivement accessible à chaque internaute la plateforme des données essentielles sur lesquelles se fondent ces rapports et enrichir ainsi les potentialités d'analyse par tout un chacun, y compris en vue de s'assurer de la solidité des conclusions que la Cour elle-même a tirées de ces données, par exemple de la représentativité des échantillons,
sur lequel elle a travaillé. Il faudra aussi concilier cet impératif d'ouverture des données avec la tentative d'anonymisation de nos travaux, entreprise au demeurant quelque peu vaine, vu la capacité accrue par Internet de reconstituer les données cachées. Ainsi, plusieurs chantiers s'inscrivent d'ores et déjà dans le sillon de la révolution numérique. Dans les 3 cas cités, nos métiers sont enrichis, et ce, dans une transparence beaucoup plus forte. Mais au-delà, à quoi doit-on se préparer? La question est de savoir si cette révolution technologique sonne le glas des missions exercées par les juridictions financières et plus largement d'un grand nombre de fonctions traditionnellement dévolues à l'État. Mon propos ici n'est pas de tomber dans la science-fiction, de vous décrire par exemple l'équipement du magistrat financier 2.0, muni de son assistant de vérification Android, à même de détecter en quelques secondes, à peine pousser les portes virtuelles d'un ministère, les agents publics qui auraient l'intention de se prêter une manœuvre coupable. Non. Je souhaite plutôt passer brièvement en revue les différents métiers des juridictions financières et voir avec vous comment on peut se préparer aux transformations que la révolution numérique est susceptible d'induire. Commençons par le métier historique de jugement des comptes et plus généralement la mise en jeu des responsabilités personnelles des agents publics devant un juge financier. On devine que les fonctions du comptable public vont être profondément bouleversées. L'intelligence artificielle pourra prendre le relais non seulement des contrôles élémentaires, mais aussi, en fonction d'une analyse de risque auto-développée, des contrôles ciblés et plus approfondis, les mieux à même d'optimiser la fiabilité et la régularité de l'ensemble des opérations. Le comptable public, dans un partage des rôles avec l'ordonnateur, à repenser dans un contexte de compte financier unique, pourra, s'il survit à ces évolutions, se recentrer sur des missions de supervision du risque, de gardien indépendant de la régularité des opérations, de conseil sans doute aussi. Ces évolutions technologiques conduiront le contrôleur de second rang, la Cour ou la Chambre régionale des comptes, à porter ses efforts sur une analyse de la fiabilité des systèmes d'information, sur une approche plus systémique des manquements, en adoptant une démarche d'audit d'ensemble qui renonce aux sanctions mécaniques d'irrégularités ponctuelles. Mais n'est-ce pas amplifier un mouvement déjà engagé depuis quelques années qui fait des juridictions financières le juge non plus seulement des comptes, mais le juge des responsables du budget et des comptes, qu'ils soient comptables ou ordonnateurs. Dans la transparence que crée la révolution numérique, le juge lui-même sera encore moins à l'abri d'une analyse critique de ses jugements, notamment dans ce qu'ils peuvent conserver d'arbitraire ou de fantaisiste par rapport à une ligne jurisprudentielle établie. À cet égard, il conviendra de savoir conserver une capacité d'analyse et de validation propre à chaque cas, même si la justice dite prédictive pourra nous fournir des éléments d'appréciation très utiles. Mais je voudrais m'attarder un instant sur la question de l'érosion de la responsabilité individuelle dans un univers numérique. En effet, dans un monde de workflow, de partage des applications informatiques entre différents utilisateurs, où s'inséreront des interventions d'intelligence artificielle, alors se pose la question de la pertinence, voire de la possibilité même de maintenir des régimes de mise en jeu des responsabilités personnelles. On le voit d'ores et déjà sur des dossiers où interviennent un grand nombre de personnes, comme celui touchant à l'échec d'un projet informatique de l'État ayant engagé plusieurs centaines de millions d'euros. Il devient très difficile d'identifier et de sanctionner des responsables, et ce en dépit de l'ampleur des gaspillages de données publiques ou de la gravité des irrégularités communes. Comme le soulignent les premiers travaux de recherche en la matière, la révolution numérique conjugue 4 facteurs de dilution des responsabilités. D'abord, l'intervention dans les processus décisionnels d'un grand nombre de personnes, phénomène couplé souvent à une segmentation, voire une stratification des systèmes d'information. Ensuite, l'impossibilité d'éviter totalement les bugs informatiques, mal inévitables, dont personne ne saurait être tenu pour responsable. La facilité ensuite, en cas de mauvais résultats, de désigner comme bouc émissaire l'informatique, dont la médiation devient nécessaire à toute action, a fortiori quand interviendra, en substitution à certaines tâches humaines, l'intelligence artificielle.
ou encore la déconnexion, jusqu'ici, entre d'une part la protection élevée des droits de propriété privée des industries de logiciels et d'autre part la reconnaissance quasi nulle, contrairement à ce qui existe dans d'autres secteurs économiques, de leur responsabilité en cas de défaillance des produits. Cette situation n'est pas satisfaisante et je reste convaincu que la mise en jeu des responsabilités personnelles est un puissant levier de protection des intérêts de la société, de lutte contre les dérives dans le bon emploi des fonds publics ou encore de transformation de l'État. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, n'a rien perdu de sa valeur. Mais il faudra pour cela veiller à ce que les agents publics, et pas simplement les élus et les ministres, voient leurs responsabilités opérationnelles et managériales de demain clairement identifiées, avec un chef de file redevable et disposant d'une latitude de manœuvre suffisante pour exercer pleinement ses responsabilités, notamment une liberté suffisante dans l'emploi des moyens au service des objectifs, dans une logique de performance et de résultat. C'était l'esprit de la LOLF. Je ne suis pas certain que cela en ait été pleinement l'application. Tant que nous n'aurons pas également fixé des références en matière de risques évitables, nous ne pourrons pas sanctionner efficacement les négligences coupables, ni faire admettre aux citoyens le risque inévitable. Et tant que nous n'aurons pas distingué plus clairement l'établissement d'une juste indemnisation des victimes et la mise en jeu de la responsabilité des agents publics, alors notre action sur ce deuxième volet n'aura pas toute la rigueur nécessaire. Le contrôle de la gestion des organismes publics et l'évaluation des politiques publiques, deuxième ensemble de métiers des juridictions financières, me paraissent moins susceptibles d'être fondamentalement remis en question, encore que le développement d'analyses comparées des résultats mettra à jour, par rapprochement des données dans l'espace et dans le temps, la valeur ajoutée, mais aussi les risques de carence et de faiblesse de nos travaux. Dans un environnement qui sera de plus en plus compétitif, et c'est bien ainsi, l'enjeu me paraît de veiller toujours davantage à la valeur ajoutée de nos contrôles, en vue de remplir encore mieux cette mission que nous assigne l'article 47.2 de la Constitution. Par ses rapports publics, la Cour contribue à l'information des citoyens. On pourrait citer à cet égard le cas des comptes de la région Poitou-Charentes. Les élus de Nouvelle-Aquitaine demandèrent à un cabinet de consultants un audit, lequel fut réalisé en quelques jours. Travail de qualité, certes, borné toutefois par sa rapidité et son unilatéralité. La Chambre régionale avait programmé le contrôle de ses comptes. Ce fut plus lent, nécessairement, mais le résultat fut un bilan approfondi, contredit point par point avec les autorités concernées. Ce rapport constitue depuis la référence. En d'autres termes, nous avons échangé de la qualité contre du temps. Pour permettre à de tels travaux d'être toujours plus pertinents, il me semble qu'il nous faut développer 3 vertus essentielles. D'abord, la concision et la clarté de nos rapports. Quand l'information surabonde, c'est l'information intelligible qui prime. Ensuite, la rigueur de nos observations, afin de s'assurer de la qualité des données, de leur représentativité, et ainsi de demeurer un point d'ancrage pour le citoyen dans un univers propice à la multiplication des commentateurs et autres youtubeurs, parfois plus rapides, mais souvent moins scrupuleux. Et puis enfin, la crédibilité de nos recommandations ou des scénarios alternatifs que nous présentons afin de structurer le débat public et de permettre aux autorités politiques de décider en pleine connaissance de cause. Il nous faudra aussi faire davantage porter nos contrôles sur les questions liées à la qualité de la gouvernance et à la sécurité des usages numériques eux-mêmes. Je terminerai par nos missions constitutionnelles d'analyse de la situation d'ensemble des finances publiques et de certification de la qualité des comptes. Sur la certification, il paraît prévisible qu'une grande part des tâches accomplies par le certificateur, qu'il soit public ou privé, en vue de s'assurer de la fiabilité des comptes, pourra demain être assurée par des programmes d'intelligence artificielle. Les diligences accomplies répondent en effet à des normes très codifiées et sont constituées d'actes de vérification nombreux et en partie répétitifs. Au vu des développements de l'intelligence artificielle, on peut s'interroger sur ce qui subsistera à terme de ce métier pour l'homme.
C'est dire que la révolution numérique permettra de remettre en cause les rentes et que nous devrons assumer cette remise en cause. Enfin, nos rapports sur la situation d'ensemble des finances publiques, État, sécurité sociale, collectivités locales, constituent des éléments essentiels du contrôle par le citoyen et par les assemblées parlementaires de la sincérité des lois financières et du bon emploi des fonds publics. Ils s'inscrivent d'ores et déjà dans un continuum d'avis et de contrôle qui vont de ceux que les ministères financent en tête exercent eux-mêmes, de ceux de notre proche cousin, le Haut Conseil des finances publiques, la section des finances du Conseil d'État, le législateur, jusqu'à l'examen de la constitutionnalité des lois financières, aux exercices de comptabilité nationale ex post, à la surveillance macro-budgétaire de la Commission européenne, ou encore au contrôle et sanctions qu'exercent à leur façon les marchés financiers. Aujourd'hui, c'est un train où chacun a son wagon, mais on pourrait dire que nous allons passer du bocage à l'open field. Les données de masse ouvertes et partagées cassent silos et barrières. La cagnotte fiscale découverte a posteriori n'est plus possible. Le budget ne s'insère non plus. La place de la Cour en est modifiée. Elle n'est plus dans la révélation des données ou des analyses de base. Elle est, et pas seule, dans l'évaluation de la pertinence et la pondération des analyses. Elle va voir derrière le miroir. L'ensemble de ces évolutions appelle au moins une certitude. Il va nous falloir anticiper encore plus dans l'ensemble des juridictions financières et plus largement au sein de la sphère publique. Anticiper, nous former, nous inspirer des meilleures pratiques, afin que la révolution numérique ne soit pas une occasion perdue ou un saut dans l'inconnu, mais le levier pour être demain les plus utiles possibles à la société. Je terminerai en citant Le rivage des Syrtes de Julien Gracq. Le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge. Le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour faire tout bouger. Le souffle, c'est la conscience et la mémoire. La Cour ne se complaît pas dans son confort. Je vous remercie. Procureur général. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, élus, autorités, mes chers collègues, dans le cortège des audiences et des vœux, voici donc venue l'heure de la Cour des comptes. Avant d'évoquer deux sujets sur lesquels je souhaite appeler votre attention, je voudrais revenir un instant sur ce qui constitue l'identité et la singularité de notre institution. La prestation de serment à laquelle vous venez d'assister respecte un cérémonial dont je sais qu'il peut paraître à certains quelque peu désuet. Mais croyez qu'il est lourd de sens pour ceux qui s'engagent et ceux qui les accueillent. Il manifeste en effet les éléments primordiaux de notre identité. Il rappelle que la Cour est avant tout une juridiction dont l'indépendance est assurée par l'inamovibilité de ses membres et par sa liberté de programmation, d'instruction et de publication. Une juridiction dont l'impartialité est garantie par la prise de décision collégiale et dont la rigueur des procédures est fondée sur le respect du contradictoire et du secret de l'instruction. Les robes que nous portons en audience sont un rappel visible de ces exigences et de l'étendue de nos devoirs. Elles nous rattachent à une tradition séculaire, mais n'entravent nullement nos mouvements. La Cour, et plus largement les juridictions financières, ne cessent en effet d'évoluer, de se transformer, mais telles qu'en elles-mêmes, l'éternité les change, pour faire mien le vers de Mallarmé, c'est-à-dire dans la fidélité à ces éléments primordiaux que j'ai rappelés. Elles se transforment d'abord de leur propre initiative, au nom des devoirs d'exemplarité et d'efficacité, car la pertinence de leur message est d'autant plus forte qu'elle démontre leur propre capacité à adapter leur méthode à une action publique qui elle-même innove et change. Hier, nous dépouillions les liasses comptables pour contrôler, redresser les états financiers. Aujourd'hui et demain plus encore, nous exploiterons des bases de données et décortiquerons des algorithmes. Elles se transforment ensuite parce que le constituant et les législateurs ont régulièrement étendu leur mission, les obligeant à interroger leur organisation à la recherche d'une performance croissante. C'est ainsi que le réseau des chambres régionales des comptes a été fortement resserré et les compétences des chambres de la Cour redéfinies pour plus de cohérence avec les grands enjeux de l'action publique. Conçu comme un juge aux attributions délimitées et mise au service du seul souverain, voici plus de 200 ans,
notre juridiction est devenue, au gré de ces constantes évolutions, un point de repère, une référence dans un débat public qu'elle facilite par des analyses approfondies, rigoureuses, à une époque où les informations peu fiables se multiplient. Son rôle est de faire la lumière sur des situations complexes et pouvant de ce fait apparaître opaques. Ce n'est pas par hasard que vous trouverez des lampes à huile sculptées dans les décors du Palais Bourbon. Elle établit l'ordre par la lumière, dit notre adage latin, dat ordinem lucendo. Comme ces lampes, la Cour doit permettre à ceux qu'elle éclaire de trouver leur marque pour agir. Pour jouer pleinement son rôle, la Cour peut compter sur les atouts de son positionnement institutionnel, à équidistance du gouvernement et du Parlement. Cette notion d'équidistance a une signification en fait simple. La Cour des comptes est indépendante, aussi bien du Parlement que du gouvernement. Elle assiste de manière égale l'un et l'autre, en vertu de l'article 47.2 de la Constitution. Et si les constituants successifs ont confirmé ce positionnement, c'est parce qu'il constitue, je le crois, un facteur déterminant du bon fonctionnement de notre vie démocratique. Ce sont en effet l'indépendance, l'équidistance de la Cour qui constituent la meilleure garantie de l'objectivité de ces constats, qui assure aux citoyens qu'aucun sujet, même sensible, ne sera laissé dans l'ombre et qui permettent à nos travaux de servir le plus largement possible. Car comme je l'évoquais en ouvrant cette audience, chacun dans son rôle respectif, gouvernement et Parlement, doivent pouvoir bénéficier d'un regard extérieur et objectif. Si elle est consciente de sa mission, la Cour des comptes en respecte aussi scrupuleusement les limites. À l'opposé d'un quelconque gouvernement des juges, elle ne confond jamais son rôle avec celui des pouvoirs publics à qui il revient seul d'arrêter des choix et d'agir. Elle se tient à sa place, uniquement à sa place, mais pleinement à sa place. Ni empêcheur de tourner en rond, ni contrôleur des travaux finis, la Cour a pour constante ambition d'être utile, en disant ce qu'elle voit, en formulant des recommandations constructives. Que près de 75% de celles des 3 dernières années aient été mises en œuvre, au moins partiellement, témoigne de l'apport de cette démarche. En revanche, le fait que 25% seulement aient été totalement appliqués montre en creux que nos rapports peuvent servir encore davantage au gouvernement comme au Parlement. Je sais d'ailleurs qu'un nombre croissant de membres de l'Assemblée et du Sénat partagent cet avis et s'interrogent sur les moyens d'y parvenir. Les présidents de ces assemblées y réfléchissent également. Nous adressons aux chambres près d'une centaine de rapports par an. S'en saisir plus systématiquement encore, en débattre, proposer des suites concrètes suppose essentiellement de la volonté et de l'organisation. C'est tout le temps de travail parlementaire, y compris la procédure budgétaire, qui pourrait en effet être rééquilibrée au profit du contrôle de l'exécution des textes votés et de l'appréciation des résultats effectifs de l'action publique. La loi de règlement, loi de résultats, pourrait en devenir le temps fort. N'est-ce pas en effet ce qu'a voulu en 2008 le pouvoir constituant, lorsqu'il a tenu à préciser que le Parlement évaluait les politiques publiques? N'a-t-il pas signifié par là que la mission du Parlement était bien sûr de contrôler l'action du gouvernement, mais aussi d'évaluer l'efficacité, l'efficience des politiques publiques en s'appuyant sur les travaux d'évaluation, aujourd'hui très nombreux en fait, qui proviennent de la Cour des comptes ou d'autres organismes, afin d'en tirer tous les enseignements utiles, d'arbitrer et de décider. Je forme également le vœu, Monsieur le Président de la République, que nos observations éclairent toujours davantage vos décisions et celles de votre gouvernement, dans un contexte dont la complexité, la sensibilité nous apparaissent pleinement. Comme vos prédécesseurs, vous pourrez compter sur la Cour pour vous présenter une grande série de radiographies de l'action publique. Comme l'imagerie médicale rend le corps transparent, fonde le diagnostic et permet de constater les progrès liés au traitement, ces rapports vous permettront de cerner précisément les contours de ce qui existe et d'analyser les évolutions à l'œuvre avec la certitude qu'aucune retouche n'aura permis d'embellir la réalité. Et c'était le premier message que je voulais formuler devant vous ce matin. Les deux sujets que je souhaite évoquer à présent font l'objet de constats fondamentaux réitérés de la Cour des comptes. L'un porte sur la situation de nos finances publiques, l'autre a trait au renforcement de la confiance des citoyens dans leur administration. En 2017, le déficit public devrait passer sous le seuil des 3 points de PIB. Cela permettrait enfin, après de 10 années, de sortir de la procédure de déficit excessif en 2018, et je parle devant le commissaire européen chargé de cette responsabilité. Ce résultat serait obtenu
en grande partie grâce à l'amélioration de la conjoncture, qui a provoqué un important surcroît de recettes, et, dans une moindre part, aux mesures de freinage de la dépense prises l'été dernier. Le tout aura permis de compenser la sous-estimation des dépenses de l'État, mise en évidence par l'audit des finances publiques que j'ai remis, Monsieur le Président de la République, à votre Premier ministre en juin. Je continue bien de parler de sous-estimation des dépenses de l'État. Le fait qu'une accélération forte de la croissance au deuxième semestre en ait compensé les conséquences sur les soldes publics n'altère en rien, en effet, la pertinence du diagnostic posé alors sur les risques de dérapage des dépenses. Et je ne doute pas que tout commentateur, du moins s'il est de bonne foi, ne pourra qu'en convenir. Permettez-moi donc d'insister devant vous sur l'impératif de sincérité des prévisions de finances publiques et des documents budgétaires. C'est au Conseil constitutionnel qu'il appartient d'apprécier la sincérité des lois financières lorsque ces dernières lui sont déférées. Mais la Cour a également une mission d'assistance au pouvoir public dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Elle manquerait à sa mission si elle s'abstenait de relever les éléments d'insincérité ou les biais de construction qu'elles contiennent trop fréquemment, et certaines années plus que d'autres. Outre qu'ils limitent la portée de l'autorisation parlementaire, ces éléments conduisent en effet en cours d'année à des pratiques de régulation budgétaire très souvent aveugles, déresponsabilisantes pour les gestionnaires. Je serai donc très attentif, comme tous mes prédécesseurs l'ont été, à ce que nous continuions de remplir notre rôle à cet égard, et je note déjà avec satisfaction qu'un effort réel a été entrepris dans la loi de finances initiale pour 2018. Même avec un déficit ramené sous la barre des 3%, la France continue toutefois de présenter une situation financière plus dégradée que celle de la quasi-totalité de ses partenaires de la zone euro, avec des finances publiques dont je veux rappeler qu'elles ont été continuellement déficitaires depuis 1974. Il est parfois dit que se comparer, c'est se consoler. En matière de finances publiques, cela conduirait plutôt à se désoler. Dans ce contexte, les conditions à réunir pour atteindre les objectifs fixés par la loi de programmation sont nombreuses, loin d'être acquises. En ce qui concerne l'année 2018, la loi de finances ne prévoit qu'un recul faible du déficit et le poids de la dette publique devrait encore légèrement augmenter. Au-delà de 2018, la loi de programmation des finances publiques prévoit une concentration de l'effort de réduction des déficits sur les années 2020 à 2022. Elle repose sur l'hypothèse, par nature incertaine, du maintien du rythme actuel de croissance sur toute la période. Deux constats conduisent la Cour à appeler à faire preuve de vigilance. D'une part, le respect des objectifs de baisse des déficits publics repose sur des hypothèses d'économie qui doivent être affermies et se concrétiser. Il n'appartient évidemment pas à la Cour de se prononcer sur la décision de baisser les prélèvements obligatoires en 2018, qui est d'ordre politique. En revanche, il lui revient de rappeler que sans maîtrise des dépenses publiques, il n'est pas de réduction d'impôts qui soit durable. L'effectivité de l'amélioration en 2018 et au-delà requerra qu'en matière de maîtrise des dépenses, les ambitions du gouvernement tiennent toutes leurs promesses. Pour respecter la trajectoire prévue, des réformes d'ampleur structurelle devront être mises en œuvre, certes, dans le cadre des travaux initiés de la démarche Action publique 2022, mais sans attendre 2022. D'autre part, même si l'amélioration de la conjoncture se poursuit et entraîne mécaniquement une amélioration des comptes publics, cela ne doit pas faire illusion. Trop souvent, par le passé, la cigale a pris le pas sur la fourmi. Les périodes de conjoncture favorables n'ont pas été mises à profit pour réduire le déficit structurel et retrouver de véritables marges de manœuvre budgétaires nécessaires pour faire face à une éventuelle dégradation du contexte économique. Pourtant, la morale de la fable devrait avoir une résonance particulière aujourd'hui, alors que la France et la zone euro constatent enfin l'embellie. La situation actuelle ne doit en effet en aucun cas nous faire perdre de vue que la question de fond de l'efficacité de la dépense publique, c'est-à-dire de l'utilité de chaque euro dépensé, n'est pas réglée. En témoigne le constat réitéré d'un mal français. Si le niveau des dépenses publiques est en France plus élevé que dans la plupart des autres pays européens, les résultats obtenus dans de nombreux domaines de l'action publique ne sont pas à la hauteur des moyens développés, déployés et des efforts consentis. Comme si
En la matière s'appliquait la loi des rendements décroissants. Pourtant, sans dépenses publiques efficaces, la légitimité de l'impôt s'efface et le consentement au prélèvement s'effrite. C'est pourquoi les magistrats des comptes cherchent, trouvent, proposent des marges d'efficacité et d'efficience dans toutes les politiques et tous les services publics relevant de leur contrôle, bien sûr, au-delà de l'engagement sans relâche des agents publics et de l'impératif des réponses à apporter, notamment dans les domaines du régalien et du social. Je me contenterai de citer quelques axes forts de nos recommandations communs à l'ensemble des administrations publiques, État, collectivités territoriales et sécurité sociale. Ces recommandations visent à assurer un meilleur contrôle de la masse salariale, à moderniser la gestion publique en accélérant, en capitalisant sur la transformation numérique de l'État, à rationaliser des réseaux territoriaux parfois manifestement inadaptés aux besoins, à rationaliser également la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales et entre ces dernières et l'État, à mieux cibler les dépenses fiscales, souvent à l'origine de situations de rente ou d'effets d'aubaine, à veiller enfin à une plus grande pertinence économique et sociale des transferts et des investissements. En matière de finances publiques, j'ai tout à fait conscience du fait que le message de la Cour, comme les allers-retours de Sisyphe, peut paraître répétitif. Même s'il faut également imaginer les magistrats des comptes heureux. Ils n'ont rien à voir avec l'homme roulant indéfiniment son rocher. Fort heureusement, la situation que nous constatons évolue, des progrès apparaissent, ils sont réels, nous ne manquons pas de les souligner et espérons pouvoir en souligner davantage encore. Mais si l'amélioration constatée des finances publiques est un motif de soulagement immédiat, elle ne doit pas pour autant faire l'effet d'un anesthésiant. Des défis importants sont donc devant vous, Monsieur le Président de la République et votre gouvernement. Les relever ne pourra se faire sans une application et une responsabilité croissante des gestionnaires publics. Ce sera mon troisième et dernier message. Les grandes modernisations sont souvent portées au sein de la sphère publique par des réformateurs courageux dont je voudrais saluer l'énergie et l'engagement. Mais trop souvent encore, ces derniers ne peuvent aller au bout de leurs initiatives. Vous l'avez dit d'ailleurs, Monsieur le procureur général, car ils ne disposent pas des marges de manœuvre et d'une autonomie suffisante. Pourtant, l'un des objectifs majeurs de la loi organique relative aux lois de finances était précisément de permettre aux gestionnaires publics, qu'il s'agisse des ministres, des dirigeants d'établissements publics ou de ceux à qui ils délèguent leur crédit, de donner le meilleur d'eux-mêmes grâce au dépassement de certains réflexes bureaucratiques et centralisateurs. Plus de 15 ans après le vote de cette loi, force est de constater qu'en l'absence de choix politiques clairement exprimés et votés, la technique du rabot continue de tenir lieu d'alpha et d'oméga du pilotage budgétaire, primant sur celle de la contractualisation avec des gestionnaires publics maîtres de leurs moyens. Force est aussi de constater que dans la durée, cette situation est loin de s'être montrée profitable pour la maîtrise de nos dépenses, sinon cela se saurait depuis 1974. C'est à une véritable révolution des pratiques que je souhaite, Monsieur le Président de la République, vous appeler aujourd'hui. Une révolution dont la nécessité est pressentie depuis fort longtemps et à laquelle les défis à venir nous obligent. Je crois indispensable d'insuffler réellement dans nos pratiques budgétaires l'esprit de confiance et de liberté qu'avait cherché à promouvoir la LOLF. Si j'osais, je vous appellerais à donner à ceux qui œuvrent au service de la République l'envie d'avoir envie, de transformer l'action publique, d'œuvrer plus efficacement encore au service de l'intérêt général. L'élargissement des marges de manœuvre laissées aux gestionnaires de l'argent public emporte un corollaire nécessaire, la révision de leur régime de responsabilité. Empruntant les mots de Victor Hugo, qui n'avait peut-être pas exactement en tête, je vous le concède, les enjeux de la LOLF, je rappellerai volontiers que tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Bien évidemment, la très grande majorité des gestionnaires publics fait preuve de rigueur et d'honnêteté. Mais lorsque certains d'entre eux commettent des fautes en s'éloignant des règles, je ne peux que constater que le dispositif actuel de mise en jeu des responsabilités n'est pas adapté. Il existe une juridiction compétente pour engager la responsabilité financière des ordonnateurs et sanctionner certains manquements, car tout ne relève pas du pénal. Il s'agit de la Cour de discipline budgétaire et financière. Mais cette juridiction est mal connue, trop peu saisie. Son cadre juridique limite sa capacité d'intervention et le caractère dissuasif des sanctions. Le champ de ces justiciables est par ailleurs difficile à justifier
Comment nos concitoyens peuvent-ils comprendre que les ministres ou les élus locaux en soient exclus sous le prétexte peu convaincant que leur responsabilité administrative et financière ne peut être distinguée de leur responsabilité politique? S'il ne peut s'agir pour une cour de discipline de sanctionner des choix politiques, elle doit pouvoir juger de la régularité des décisions au regard de la loi et de garantir que nul ne peut s'exonérer de sa responsabilité en la matière. Vous avez souhaité, Monsieur le Président de la République, restaurer la confiance de nos concitoyens dans l'action publique. Vous avez engagé une réforme de fond en faveur de sa transparence, annoncé votre intention de supprimer la Cour de justice de la République. Je crois que vos ambitions en la matière ne seraient pas complètes sans la refondation, attendue de longue date, des mécanismes de responsabilité des gestionnaires. Je ne résiste pas à la tentation de rappeler la noble formule d'un philosophe qui vous est cher, Paul Ricoeur, selon laquelle la fatalité, c'est personne, la responsabilité, c'est quelqu'un. Entre une responsabilité politique qui s'assume devant la représentation nationale, une responsabilité pénale pour les fautes les plus graves, il existe un espace pour une responsabilité administrative et financière repensée. Monsieur le Président de la République, des réformes que vous aurez proposées et choisies dépendra la poursuite du redressement des comptes publics, qui n'est d'ailleurs pas une fin en soi, mais bien une condition sine qua non de la capacité de la France à effectuer des choix souverains et à mettre à disposition de nos concitoyens des services publics efficaces. Selon les beaux mots de Corneille, la vertu de ces réformes sera d'autant plus ferme qu'elle évitera tous les hasards. Pour informer, éclairer vos choix, la Cour continuera donc à s'efforcer de dessiner les chemins d'amélioration possibles au regard de deux objectifs, je dirais même de deux obsessions. La première est de comparer les résultats de l'action publique aux objectifs et aux règles fixées par les pouvoirs publics eux-mêmes. C'est l'obsession du respect de la loi et des engagements. La deuxième est de garantir en tout une utilisation optimale de chaque euro dépensé. C'est l'obsession de l'efficacité et de l'efficience. Nous nous tenons prêts à vous assister dans ces deux directions. Nous le ferons sans alarmisme, sans complaisance, c'est-à-dire sans trembler, comme nous y invitait d'ailleurs l'un de vos prédécesseurs. Et avec pour ardente obligation de nous montrer rigoureux dans la démonstration, juste dans nos constats et constructifs dans nos recommandations, en somme de remplir notre devoir. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les ministres, élus et autorités, mes chers collègues, permettez-moi pour conclure d'adresser à chacun d'entre vous, au nom des membres de la Cour des comptes, mes remerciements les plus sincères et chaleureux pour votre présence ce matin. À tous nos concitoyens, destinataires suprêmes de nos efforts en faveur d'une action publique efficace, comme à chacune et à chacun d'entre vous, je vous souhaite une excellente année 2018. Merci de votre attention et Monsieur le Président de la République, vous avez maintenant la parole. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, représentants des autorités, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs. Vous avez bien fait de rappeler, Monsieur le Premier Président, que la rencontre entre le Président de la République et la Cour des comptes à l'occasion de cette audience solennelle relève d'une tradition, somme toute, assez récente au regard de l'âge vénérable de votre institution. J'y vois un trait caractéristique de notre modernité qui accorde aux finances publiques une importance démocratique toute particulière. Chaque citoyen a désormais la conscience aiguë que l'argent public est, pour une part, son argent. Et la bonne gestion des finances publiques est devenue la première expression du sens de l'intérêt général et donc le premier devoir d'un gouvernement. Il n'en demeure pas moins, et les dernières décennies l'ont montré, que nous vivons dans une forme de paradoxe français où je crois que chacun s'accorde à dire qu'il est bon de réduire la dépense publique comme il est bon de réduire le niveau de la fiscalité, mais que les désaccords commencent quand il s'agit de définir lesquels. Et que quand bien même on a parfois déclaré qu'il fallait en réduire beaucoup, le soutien n'est pas le même quand il s'agit de s'attaquer à la chose. C'est donc non pas avec la fatalité qui accompagne Sisyphe, mais la rigueur qui accompagne l'action qu'il nous faut partager
et échanger. Votre propos a fait état sans embâge des limites qu'a pu rencontrer dans un passé récent l'accomplissement du devoir que j'évoque. Et cette audience solennelle est l'occasion pour moi de vous dire combien, de manière extrêmement franche, je souhaite justement suivre en matière de finances publiques une voie nouvelle qui permette, suivant à cet égard nombre de vos recommandations et l'expérience aussi qui est collectivement la nôtre, d'accomplir, je l'espère, quelques progrès. Il est bon, Monsieur le Premier Président, que ces circonstances soient pour nous un moment d'échange direct de vues et de convictions, car c'est ainsi que j'envisage en effet mes relations avec la Cour des comptes. L'approche budgétaire et financière que le gouvernement a choisie repose sur des choix que je crois nouveaux en matière de finances publiques et qui ont été clairement proposés aux Français au printemps dernier. Il s'est agi pour nous de poser un regard différent sur la dépense publique et son usage. Il est constant, en effet, que la dépense publique est depuis plusieurs décennies la réponse apportée aux questions économiques et sociales posées aux gouvernements successifs. La dépense publique est devenue chronique, alimentée par une fiscalité vécue par nos concitoyens comme parfois confiscatoire, favorisant l'accumulation d'une dette publique massive. Parce que la dépense publique n'est en quelque sorte devenue que la variable d'ajustement majeure, consistant à traiter les symptômes plutôt que résoudre les causes profondes. Nous avons créé de la dépense publique dans les principaux secteurs de l'activité économique de notre pays, comme pour les principales politiques publiques, parce que nous voulions corriger des injustices, des inefficacités, à défaut de vouloir traiter les causes profondes de ces dernières. Et si nous ne nous attardons pas un instant sur ce mécanisme, nous resterons dans une logique simpliste qui consiste, dès qu'on fait des économies, à vouloir simplement couper le traitement symptomatique, mais à ne pas s'attaquer aux causes profondes qui avaient conduit à le prendre. Il importe donc, à la lumière des travaux qui sont faits, d'une évaluation profonde, à chaque fois, dans la stratégie de finances publiques proposée, de pouvoir précisément traiter la cause profonde des inégalités ou des inefficacités ainsi créées, permettant progressivement de réduire la dépense qui venait en traiter les effets. Et qu'il s'agisse de la formation professionnelle, de l'emploi, du logement, il est temps de redécouvrir un levier dont l'État, dans le passé, a pu se saisir avec efficacité, qui est celui de la transformation publique, fondée sur une politique d'investissement et une réforme profonde. La discipline budgétaire est cependant la condition de telles ambitions. Vous le savez, l'entrée en matière budgétaire de ce quinquennat n'a pas été facile et vous avez rappelé à l'instant, Monsieur le Premier Président, les premières décisions prises à cet effet. Dès le mois de juin, la Cour des comptes a en effet remis un audit au Premier ministre, alertant sur un probable dérapage des dépenses de 2017, sous-évalué dans la loi de finances votée en décembre 2016, et susceptible de porter le déficit public à 3,2%, sauf à prendre des mesures de gestion très rigoureuses. Et à bien lire votre rapport, la prévision de déficit était même plus proche de 3,4%, car l'atteinte des 3,2% supposait déjà des mesures de régulation. Le gouvernement ne s'est pas résigné à ce dérapage et a pris les dispositions nécessaires. Car c'eût été contraire à notre engagement européen, Monsieur le Commissaire, et plus profondément, c'eût été contraire à mon engagement de campagne pris devant nos concitoyens de respecter le pacte de stabilité sur l'ensemble du quinquennat. Bien plus, c'eût été continué de laisser penser que la hausse des déficits, l'accroissement de la dette ne serait pas grave pour le pays. À cette dérive annoncée de la dépense publique s'est ajoutée en octobre la censure par le Conseil constitutionnel de la surtaxe d'impôt sur les sociétés 3% sur les dividendes, créant un trou d'air supplémentaire d'environ 10 milliards d'euros. Là aussi, le gouvernement a choisi la responsabilité, décidant de rembourser sur 2 années, en partie par un effort des entreprises, en partie par un effort en dépenses. Le gouvernement a donc pris les mesures qui s'imposaient en respectant la parole donnée, c'est-à-dire sans alourdir les impôts
et sans la facilité que nous aurait offert le recours à un collectif budgétaire. Cette détermination à faire ce qui a été promis traduit la volonté sincère du gouvernement de maîtriser les dépenses et de réduire le déficit public dans les prochaines années. Et j'insiste sur ce mot de sincérité qui a guidé la construction du budget pour 2018 et de la trajectoire budgétaire du quinquennat. Je sais tout ce qu'il signifie pour cette institution. Le budget que le gouvernement a présenté avec des choix clairs et assumés, à la hausse comme à la baisse, est donc à ce titre historique. Nous avons choisi de conduire les premières transformations dans des champs de politique publique où le besoin d'efficacité était le plus criant, le logement, l'emploi ou les infrastructures. Et je ne détaillerai pas ici les divers plans qui ont émergé dans ces domaines. Tous répondent à une préoccupation similaire. Revoir la structure même des politiques publiques pour redonner de l'efficacité à la dépense publique et donc, à terme, la réduire. Sur chacune de ces politiques publiques, c'est la logique même de l'organisation de cette politique qui a été revue avec des premiers effets dès l'année 2018. Bien entendu, les pleins effets prendront du temps, davantage qu'une coupe ou que le rabot que vous évoquiez, mais c'est pour avoir la main plus sûre, pour que les effets soient plus durables. Ainsi, il vous sera aisé de comprendre qu'une telle politique de transformation s'accompagne aussi d'une politique d'investissement. Je veux ici en prendre un exemple simple. Le gouvernement a conduit des réformes importantes en matière d'emploi. Il va continuer à le faire, qui permettront d'obtenir de véritables économies. Parce qu'il s'agisse de la formation professionnelle ou qu'il s'agisse des mécanismes d'indemnisation, nos inefficacités coûtent. Et les dysfonctionnements du marché du travail se retrouvent dans les chiffres de l'assurance chômage et sont un coût pour la collectivité. Doit-on rester prisonnier d'un débat que nous connaissons parfaitement, qui consisterait à savoir s'il faut baisser la durée, le niveau des prestations? C'est vouloir ne traiter que le symptôme. Les réformes prises dès l'été dernier en matière de marché du travail, qui seront complétées dans les mois à venir, en matière de formation continue ou d'apprentissage, sont de nature à résoudre, sur les prochains mois et les prochaines années, une partie de cette équation, si elle s'accompagne en même temps d'une politique d'investissement décidée qui permettra de requalifier les femmes et les hommes qui, sans cet investissement, n'auraient aucune perspective de retour à l'emploi. C'est ce qui montre la complexité de la situation dans laquelle nous sommes, que vous avez l'un et l'autre parfaitement décrite. Tout à la fois régler les problèmes de court terme, mais savoir obtenir des économies en traitant les problèmes structurels de nos politiques publiques et en préparant l'avenir. C'est pourquoi les objectifs sous ce quinquennat sont simples. Réduire, comme je m'y suis engagé, d'environ 60 milliards d'euros la dépense publique, mais dans le même temps savoir investir dans les domaines les plus critiques et les plus nécessaires pour accélérer ces transformations et permettre des économies durables. La politique de l'emploi que je viens de décrire et les économies qui en procèdent n'auraient absolument aucune résistance aux faits si nous ne décidions dans le même temps d'investir environ 15 milliards d'euros dans les chômeurs les moins formés, dans les jeunes en particulier en situation de décrochage. Car quels que soient les chiffres de croissance des mois et années qui viennent, compte tenu de notre situation du marché du travail depuis plusieurs années, ça n'est que par une politique de formation volontariste que nous pourrons ramener près de 2 millions de femmes et d'hommes vers l'emploi. Et donc, il faut toujours s'attacher à regarder le court, le moyen et le long terme en la matière. Et ces baisses de dépenses doivent ainsi être le fruit tout à la fois de transformations profondes qui rencontrent des résistances, et elles sont bien légitimes, parce qu'elles s'étaient parfois aussi installées sur des situations de rente, des organisations inefficaces, et une politique d'investissement résolue. Il en sera ainsi en matière d'emploi, de formation professionnelle ou de logement. Et je ne mésestime aucune des résistances que nous connaissons en la matière. Elles se poursuivront, elles s'exprimeront de manière régulière, parce que sur chacun de ces sujets, nous nous étions collectivement habitués à l'inefficacité de la dépense publique. Et ce que vous dénonciez, rapport après rapport, n'était pas simplement des chiffres, c'était aussi des morceaux de secteurs de l'action publique ou privée qui s'étaient installés, qui s'étaient habitués à vivre et qu'il nous faut, par ces décisions, quelque peu bousculer. C'est pourquoi, à côté de l'engagement
de réforme profonde qui, pour moi, n'est pas à distinguer des mesures d'économie. Il les accompagne et les rend possibles. Il y a aussi ce nécessaire investissement dans plusieurs secteurs de notre économie. Concernant la méthode, nous avons fait un triple choix. Celui de la prévisibilité, d'abord. Il n'y a pas de bonne réduction de la dépense publique ou de la fiscalité s'il n'y a pas une visibilité qui est donnée aux acteurs. Après tant d'allers-retours en matière fiscale et budgétaire qui ont écorné la crédibilité de l'État, il est crucial de donner à tous les acteurs économiques une parfaite visibilité sur ce que nous allons faire. Parce que c'est ce qu'ils demandent, c'est ce dont ils ont besoin pour investir, développer leurs entreprises, pour continuer à avoir confiance parfois même dans leur quotidien. Et c'est ce dont nous avons besoin pour assurer ce chemin parfois difficultueux d'une réforme en profondeur. Cette prévisibilité en matière de finances publiques s'incarne autour de 3 chiffres clés. 1 point de prélèvement obligatoire en moins sur le quinquennat. 3 points de dépenses publiques, 3 points de produit intérieur brut de dépenses publiques en moins sur ce quinquennat. Et 5 points de réduction de dette. Car ne nous y trompons pas, notre véritable enjeu en matière de finances publiques, vous l'avez rappelé, c'est de contenir puis de réduire notre endettement. Non pas parce qu'il s'agirait d'une finalité en soi, parce que c'est à la fois un devoir sur le plan de la justice intergénérationnelle et la condition même de notre souveraineté véritable, de notre capacité à continuer à proposer au pays une voie et de pouvoir le dessiner nous-mêmes, pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Le deuxième choix de méthode, c'est celui de la sincérité. Cette sincérité que vous avez vous-même, Monsieur le Premier Président, bien voulu souligner dans l'avis rendu par le Haut Conseil des finances publiques sur le projet de budget pour 2018. Un grand pays comme le nôtre se doit de présenter une image fidèle de ses finances. Il en va du respect de la parole donnée et du respect des électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Et cette confiance est nécessaire pour redonner l'élan économique et fortifier le pacte social qui nous lie. C'est le socle sur lequel on peut préparer l'avenir. Troisième point de méthode, enfin, c'est la priorité au raisonnement par politique publique. Il est certain que le volet budgétaire d'une politique publique est essentiel et en est l'armature. Il faut cependant dépasser cette dimension, comme je viens de le dire. Et ma conviction est que, dans le cadre d'un budget maîtrisé, la politique publique est avant tout l'expression d'une réponse à un problème donné, à un défi posé par l'évolution du monde. Et la dépense n'est en soi ni un bien ni un mal, mais c'est à ses résultats que nos concitoyens la jugent. Et c'est donc sur des politiques publiques, sur leur efficacité d'ensemble que le débat démocratique doit porter, et non uniquement sur des lignes budgétaires. Qu'il s'agisse d'éducation, de formation professionnelle, de logement, de sécurité, l'efficacité prime sur la dimension strictement financière et relève de l'hygiène démocratique. Et vous l'avez vous-même rappelé un instant, c'est l'esprit même de la LOLF. La Cour des comptes sera, j'en suis certain, la gardienne vigilante des engagements d'un retour à l'équilibre structurel de nos finances publiques. Et ceci pour les 3 versants des administrations publiques. C'est son rôle et c'est son utilité fondamentale au sein des institutions républicaines. Pour mener à bien la transformation de l'État, le gouvernement a engagé le chantier Action publique 2022 qui permettra de nous doter, pour chaque domaine de politique publique, d'une trajectoire claire de réforme, accompagnant pour l'État lui-même ce que je viens d'évoquer pour les différentes politiques publiques et ce qui a été commencé dès cette année par le gouvernement. Et je vous rassure, l'intention du Premier ministre n'est pas d'attendre 2022, mais bien de commencer maintenant, mais actant du fait qu'il faut se donner un horizon de moyen terme démocratiquement crédible et sur lequel une responsabilité est assignée pour aussi avoir les pleins effets des entreprises conduites. Car la grande difficulté, c'est que nous avons une situation qui, année après année, paraît toujours être une situation d'urgence, mais les véritables transformations, les véritables réformes ne se conduisent que sur quelques années, pour que l'ensemble des gestionnaires aient eux-mêmes un intérêt à les conduire. Aucun gestionnaire n'a un intérêt à conduire une réforme difficile pour l'année qui vient. Nous le savons ici, tous et toutes, et beaucoup d'entre vous ont eu ces tâches difficiles à conduire. Si on ne l'encourage pas,
à déployer son action sur plusieurs années pour pouvoir pleinement en tirer, en tant que gestionnaire, tous les pleins bénéfices et la plénitude des effets. Des réformes en faveur de l'efficience budgétaire, bien sûr, seront conduites dans ce cadre, mais aussi des réformes pour renforcer l'efficacité du service public rendu aux usagers. Souvent, ce sont les mêmes leviers, comme le numérique, que nous mobiliserons sur les deux tableaux. Cette réforme doit aussi redonner le sens et la fierté de l'action aux agents publics. Je ne crois absolument pas au tic-tac dans lequel nous vivons année après année sur le sujet de la fonction publique. Il n'y aurait pas d'un côté les gens qui n'aiment pas la fonction publique et souhaitent faire des coupes, et de l'autre des gens qui la défendent pour ne rien en changer. Non. Il y a un sens à retrouver à la fonction publique, il y a une responsabilité et le sel de celle-ci à retrouver, il y a la récompense offerte à celui qui transforme, il y a aussi l'évaluation juste qu'on doit à celui qui n'en fait rien. Et il y a collectivement une énergie à redonner à la fonction publique par la transformation de son action au quotidien. Et c'est bien dans cette voie qui n'est pas médiane, mais qui, je crois, est juste, que nous voulons construire cette transformation. La rénovation du cadre social avec les agents publics est au cœur d'Action publique 2022. Elle sera en particulier portée par le ministre de l'Action publique et des Comptes publics. Elle doit apporter, en effet, plus de liberté et de souplesse pour mettre en œuvre la transformation. J'ai pris cet engagement dès la campagne présidentielle. Je l'ai réaffirmé au Sénat en juillet dernier, lors de la Conférence nationale des territoires, et constamment, discours après discours, devant les administrations. Je crois dans une administration plus déconcentrée, plus responsabilisée, avec tout ce qui en découle, mais aussi à qui on donne justement des latitudes d'action en termes d'organisation budgétaire ou des services, à qui on donne plus de reconnaissance et des rémunérations qui pourront être aussi différentes. C'est ce chantier qui sera engagé dès cette année, sous tous ses aspects, juridiques et constitutionnels si besoin, pour accompagner d'ailleurs la dynamique que nous donnerons aux collectivités territoriales, réglementaires et évidemment budgétaires. C'est une réforme essentielle de la transformation de l'action publique. La déconcentrer, donner plus de responsabilités et davantage évaluer. Le Premier ministre réunira début février les ministres en comité interministériel de la transformation publique qui permettra un point d'étape sur Action publique 2022, non seulement le niveau d'ambition que nous voulons maximal, mais validera les premières orientations et détaillera les moyens mis en œuvre pour les atteindre avec des décisions prises dès le début du mois de février. À partir de ce moment, chaque semaine, en Conseil des ministres, il sera rendu compte des réformes conduites, ministère par ministère, non seulement évidemment sur l'année qui vient, mais jusqu'en 2022, pour que les actions les plus ambitieuses soient ainsi pleinement déployées, pleinement conduites et pleinement chiffrées. S'agissant des moyens, nous avons notamment mis en place un fonds de transformation de l'action publique qui sera doté de 700 millions d'euros sur le quinquennat. C'est une composante essentielle du grand plan d'investissement, avec la même logique pour l'État que ce que je viens d'évoquer pour l'ensemble des politiques publiques. Ce fonds part de l'idée simple et partagée que pour réformer, il faut d'abord accepter d'investir, tout en changeant les pratiques. Non pas investir, comme je l'entends parfois, simplement pour dématérialiser, non, vous l'avez parfaitement décrit un instant, monsieur le procureur général, c'est pour transformer les pratiques. Et ce dont l'État a besoin pour lui-même, et ce qu'il a besoin d'accompagner partout dans notre économie, c'est sa capacité à repenser son action et investir à due proportion pour ne pas avoir peur du changement. Autorisez-moi, monsieur le procureur général, cette remarque. Quel que soit votre endroit dans cette pièce, vous ne serez pas protégé de ce changement. Parce qu'il n'adviendra pas dans 20 ans. Il est en cours et il arrivera beaucoup plus vite qu'aucun d'entre nous dans cette pièce ne le pense. Nous aurons, je suis à peu près certain, tous et toutes à le vivre. Le seul point est que nous pouvons continuer dans notre pays, comme nous l'avons fait souvent, à penser que nous allons protéger notre propre quotidien ou celui de nos semblables en les protégeant d'un changement inexorable. La promesse peut tenir un temps. Votre discours à cet égard est encourageant, car vous êtes en train de le penser et d'agir en conséquence. Il est là et il adviendra. Ce changement va impliquer des transformations profondes. Et il s'agit non pas d'y résister, mais de le penser, de l'organiser, de lui donner un cadre.
et de permettre, pour ce qui est de l'action publique, de s'assurer que nos principes sont maintenus, que nos institutions, la philosophie qui les anime sont préservées, mais que nous puissions en tirer précisément tous les bénéfices, et que l'efficacité collective soit ainsi améliorée, sans que pour autant notre organisation, les principes qui la fondent et le sens que nous donnons à notre action en soient détériorés. Qu'il s'agisse de l'État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, ces changements à l'œuvre, en effet, accompagneront l'action publique et devront, dans les prochaines années, être pleinement déployés. Mais qu'il s'agisse de l'ensemble de ces administrations publiques, je souhaite que notre action réponde également à deux impératifs. D'abord, elle doit avoir du sens pour tous nos citoyens. La protection sociale, par exemple, alors même que notre économie devient plus instable, nos vies plus multiples, doit être sans cesse renforcée. C'est pourquoi je refuse ce que j'appelle les réformes paramétriques, les approches comptables qui rognent des droits sans offrir de nouvelles perspectives. Donner du sens, c'est expliquer ce changement qui est à l'œuvre pour expliquer qu'on va protéger différemment nos concitoyens. Non pas simplement en corrigeant les heurts de la vie qui seront plus nombreux dans une économie de la connaissance et de l'innovation où le changement est permanent, mais en ayant une vraie politique de formation initiale et continue et en pensant justement ces protections à l'aune de ces nouveaux risques. Et qu'il s'agisse de la vieillesse, de la maladie, du chômage ou de la famille, il en sera de même. C'est dans ce contexte, évidemment, de redonner du sens et avec lui une pleine efficacité à nos politiques, je souhaite que la réforme des retraites soit conduite. La préparation a été confiée à Jean-Paul Delevoye. Il doit s'agir avant tout d'un grand choc de lisibilité et de simplification de notre régime de retraite. Lisibilité pour les usagers qui doivent pouvoir comprendre en temps réel où ils en sont de leur droit à la retraite et qui ne doivent pas être pénalisés par des carrières non linéaires, passant du public au privé, du salariat à l'entrepreneuriat et inversement, mais aussi lisibilité et efficacité pour le pilotage financier de notre système de retraite, afin de le sortir de cet état de crise perpétuelle où chaque réforme des retraites est en quelque sorte une modification de dernière minute, nécessaire et toujours justifiée en termes de finances publiques, mais qui endommage la confiance et qui ne change pas les règles fondamentales de son fonctionnement. Ce grand chantier qui va nous conduire à rapprocher notre système héritier d'un consensus productif datant de quelques décennies, nous permettra de passer des 37 régimes de retraite actuels à un régime simplifié, lisible, et donc restaurant la confiance de chacun. Il s'ouvrira dès cette année, ce grand chantier, et je souhaite que l'ensemble des textes puissent être finalisés d'ici à l'été 2019. Notre action doit aussi s'appuyer sur tous les acteurs de l'action publique et en leur faisant confiance. Je pense bien sûr aux gestionnaires publics. Le cadre budgétaire et la comptabilité publique dans lequel ils travaillent doivent être réinterrogés. Il s'agira notamment de réfléchir à une plus grande responsabilisation de ces gestionnaires par une régulation budgétaire, vous l'avez évoqué, Monsieur le Premier Président, volontairement plus souple, puisque la part des crédits mis en réserve cette année est historiquement faible, et par un meilleur intéressement budgétaire pour ceux qui innovent et qui, ce faisant, deviennent plus efficients. Au sein de l'État même, nous avons décidé de changer de logique. La réserve de précaution habituelle, qui permettait les décisions de dernière minute, est réduite à un niveau historiquement bas, mais nous allons demander à chaque gestionnaire public de faire mieux dès le début d'année, mais aussi d'intéresser ceux qui font mieux. Cette démarche est déjà en partie engagée, en partie inscrite dans le cadre d'Action publique 2022, auquel quelques-uns d'entre vous dans cette salle participent, et que je remercie pour leur implication. J'ai également pris bonne note de votre volonté, que je partage, d'ouvrir une réflexion sur la responsabilité des ordonnateurs et l'évolution de la Cour de discipline budgétaire et financière. Sur ce point, et vous l'avez rappelé l'un puis l'autre, vous avez parfaitement raison. Il n'y a pas d'action publique efficace s'il y a une dilution de la responsabilité. Et nous avons, ces dernières décennies, conduit collectivement à l'évolution de notre système en créant une forme d'irresponsabilité relative du quotidien pour finir tous et toutes dans une forme de responsabilité pénale intenable pour chacun. Ce système, si nous le laissons prospérer,
conduira au triomphe des prudents, peut-être même des inefficaces. Parce que ce n'est qu'une prime qu'à cela. Je souhaite donc qu'il puisse y avoir, comme je l'évoquais la semaine dernière, en cours de cassation, d'une part une évolution du régime de responsabilité pour les ministres, qui ne saurait être un régime banalisé de responsabilité pénale, qui plus est avec une suppression de la Cour de justice de la République, mais une plus grande responsabilité au quotidien des actes de gestion, parce qu'il nous faudra continuer à assigner la responsabilité, sans laquelle, en effet, la fatalité triomphe, et il nous faudra pouvoir continuer à en tirer toutes les conséquences. C'est un chantier qui est devant nous, dans le cadre duquel les propositions que vous faites, me semble-t-il, sont profondément pertinentes et je souhaite qu'elles puissent, ce faisant, aboutir. Cette confiance dans les acteurs, c'est aussi celle que nous voulons à l'endroit des collectivités locales. Le refus de baisser unilatéralement les dotations, comme le choix de l'instrument de contractualisation, sont emblématiques de cette approche fondée sur la confiance. Elle est inédite. Et elle doit là aussi être accompagnée par l'ensemble des uns et des autres. Elle ne fonctionnera que si la responsabilité est au rendez-vous de la confiance qui est octroyée. J'entends déjà des voix qui s'élèvent lorsque nos comptes sont regardés, parfois à quelques centaines de kilomètres d'ici. Que veut dire cette contractualisation? Vous n'aurez donc pas les résultats, comme si la chose était déjà perdue d'avance. Je crois, dans l'esprit de responsabilité, des collectivités territoriales qui auront à contractualiser avec l'État, dans un cadre plus intelligent mécaniquement qu'une baisse unilatérale et aveugle de la dotation. Et je pense que chacune et chacun, maintenant, a sa part de responsabilité à porter. Je pense enfin aux acteurs de la sphère sociale qui auront là aussi des réformes importantes à conduire, mais avec le même esprit. Nous avons fixé un objectif de croissance pour l'assurance maladie à 2,3%. Il est stable sur le quinquennat. C'est un objectif de maîtrise financière, mais qui permettra, dans cette enveloppe, d'avoir les politiques d'adaptation de l'offre, qui suppose aussi, dans certains cas, un investissement réaliste. Et la stratégie nationale de santé consacrera notre stratégie fondée sur la prévention, qui permettra là aussi, je le sais, de dégager des économies de moyen et long terme. Quant à l'assurance chômage, la réforme en cours permettra de consacrer de nouveaux droits sans remettre en cause l'équilibre financier et en améliorant les comptes compte tenu des investissements faits et de la transformation du marché du travail que j'évoquais. Les ambitions de cette transformation sont élevées. Elles doivent être suivies de façon attentive. C'est pour cela que j'ai souhaité également engager le chantier indissociable de cette transformation qui est celui de l'évaluation. Comme vous le savez, la révision constitutionnelle que j'ai voulu lancer vise notamment à donner au Parlement un rôle accru en matière de contrôle et d'évaluation de l'action gouvernementale. Le président de l'Assemblée nationale a rendu son rapport il y a quelques semaines, le président du Sénat le fera dans quelques jours, et je sais que l'un et l'autre participent de cette réflexion ouverte utilement lors de la révision constitutionnelle de 2008 que vous avez rappelée il y a quelques instants. Et s'y retrouver le cœur même de ce qu'est l'exercice parlementaire. Les parlements avaient droit de remontrance, c'est-à-dire de contestation des édits, lorsqu'il leur apparaissait contraire à l'intérêt du peuple, aux lois fondamentales du royaume. Mais nous avons un peu perdu de cette culture de l'évaluation. Et il nous faut réussir à sans doute avoir moins de débats a priori et de principe sur des textes peu éclairés par la pratique, savoir prendre plus de risques parfois et être plus innovant. Et il nous faudra, je souhaite d'ailleurs que la révision constitutionnelle puisse en ouvrir toutes les voies, dans le cadre de l'action publique sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de l'État, des acteurs sociaux ou des collectivités territoriales, permettre un droit à l'expérimentation et l'innovation bien supérieur. Mais dans le même temps, il nous faudra accroître les pouvoirs d'évaluation et de contrôle. Parce que dans le monde, la société telle que nous la vivons, il est impossible, dans un débat a priori, d'évaluer la totalité des impacts, d'avoir une forme de préméditio malorum d'absolument tout ce qui adviendra, ou un chiffrage juste. D'ailleurs, nous n'y arrivons pas. Il faut aller parfois plus vite, oser davantage, sur certains territoires qui sont candidats ou dans certaines parts de l'action publique, pour pouvoir évaluer beaucoup mieux et en tirer toutes les conséquences. Nous sommes dans une économie de l'innovation et de la compétence, nous sommes dans une société dont le rythme a changé,
L'action publique doit en tirer toutes les conséquences, mais éclairer le débat et l'action à venir de ces évaluations indispensables. Et je souhaite en effet que le Parlement puisse avoir un rôle tout particulier en la matière, en revisitant aussi notre procédure budgétaire. Nos assemblées passent presque un tiers de leur année à voter les lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Je le dis devant les présidents des commissions concernées et nombre de parlementaires qui participent. Nous sommes sans doute l'une des démocraties qui passe le plus de temps à débattre de ces lois financières. Mais regardez le débat de printemps, il est quant à lui totalement expéditif. Nous n'avons que très peu de débats sur l'exercice passé et sa réalisation. Et si nous regardons honnêtement la nature de nos lois financières, elle reste souvent assez proche de la proposition initiale du gouvernement. Cela, je pense, n'est ni conforme à l'esprit des institutions, ni à celui de la loi organique relative aux lois de finances, ni optimal pour la bonne gestion des deniers publics. Le gouvernement passe trop de temps à convaincre et trop peu de temps à rendre compte de son action. Il s'agira donc, je le souhaite, de rééquilibrer le calendrier parlementaire, aller plus vite sur le projet et demander au gouvernement de mieux rendre compte à la représentation nationale de son exécution. Je pense que c'est l'esprit même de nos institutions et ce sera aussi l'occasion de redonner plus de force à tous les travaux d'évaluation qui sont ainsi conduits. En bonne intelligence avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, j'ai ainsi souhaité que nous réfléchissions à ritualiser un temps d'évaluation annuel au premier semestre, s'incarnant prioritairement dans l'examen rénové de la loi de règlement, mais aussi dans une audition de chacun des ministres par les commissions parlementaires sur le bilan de l'année écoulée et sur le programme de travail de l'année à venir. Par bilan, j'entends bien sûr le compte-rendu de l'exécution budgétaire, mais aussi la présentation des résultats ministériels, tant dans l'application des lois que dans la performance des politiques publiques. La Cour est déjà pleinement investie et présente dans ce moment de la vie budgétaire et parlementaire, puisque vous présentez à cette occasion pas moins de 2 rapports de synthèse des résultats budgétaires et financiers, l'un rétrospectif, l'autre plus prospectif. Mais vos travaux pourront alimenter une forme d'exercice de cette responsabilité devant le Parlement un peu différente. Il est donc naturel que le gouvernement et le Parlement s'appuient sur vous pour nourrir ce nouveau rythme démocratique que nous voulons initier. Pour ce faire, nous avons aussi besoin d'aller plus loin dans la culture de l'évaluation et l'analyse des résultats de l'action publique. J'avais pris l'engagement d'œuvrer en faveur d'une mesure et d'un affichage systématique d'indicateurs de qualité du service public et de satisfaction des usagers. J'y tiens et nous le ferons. Parce que je porte la conviction profonde que la transparence, y compris accompagnée par la révolution numérique que vous évoquiez il y a quelques instants, est une chance. Mesurer de façon objective les résultats, aussi bien quantitatifs que qualitatifs de nos services publics, nous aidera à redonner du sens à l'action de l'administration, à valoriser les équipes les plus performantes et à mieux identifier les bonnes pratiques pour aussi les généraliser, à réagir plus rapidement à une action qui n'est pas conforme ou au texte ou à la bonne utilisation des deniers publics. Et la Cour des comptes, se tenant toujours à équidistance du Parlement et de l'exécutif, pourra et devra jouer un rôle central dans cette nouvelle exigence de résultats. Les assemblées auront besoin d'être fermement appuyées chaque année dans ce printemps de l'évaluation dont nous dessinons les contours, et qui mieux que la Cour des comptes pourrait assister le Parlement dans ce rôle. Le gouvernement, quant à lui, aura plus que jamais besoin d'être audité et conseillé pour faire de l'évaluation le moteur de sa transformation, et je souhaite que la Cour des comptes puisse pleinement s'investir dans ce chantier. À l'évaluation impartiale, il nous faut pouvoir associer le cœur de l'action publique et de son contrôle sous toutes ses formes. Il faudra pour faire tout cela que la Cour s'aventure encore un peu plus hors des eaux familières du contrôle budgétaire, mais qui mieux que les magistrats de la rue Cambon pour développer plus avant la culture de l'évaluation. Nous avons ici l'article 15 de notre Déclaration des droits de l'homme qui nous rappelle la vocation première qui est la vôtre. L'évaluation de la performance des politiques publiques est
à l'origine, à la racine même de la Cour, et elle doit entrer progressivement dans nos métiers, dans les dialogues permanents entre le gouvernement et le Parlement. Et nombreux sont les grands domaines de l'action publique où la Cour nous a donné à penser, le plus souvent à agir. Je pense aux politiques du logement, je pense aux politiques de solidarité, je pense encore à l'audiovisuel public ou bien à la réforme des réseaux de collecte des prélèvements obligatoires et des services déconcentrés de l'État. En matière d'évaluation des politiques publiques, la Cour a apporté au débat public également de nouveaux éclairages. Je pense au tabagisme ou à la lutte contre l'alcool, mais plus récemment à ses travaux sur l'autisme, sujet éminemment sensible de nos politiques de santé, ou bien le rapport commandé par le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale sur l'organisation de la fonction d'évaluation du système éducatif. Dans tous ces domaines, vous avez su conjuguer une analyse pénétrante de l'existant et des propositions innovantes pour faire évoluer le rôle de l'État vers davantage d'efficacité, même d'efficience. Je vous encourage également à continuer à exiger des comptes sur les suites de vos contrôles et de vos recommandations. Je ne doute donc pas que vous saurez élargir encore vos horizons pour pleinement accompagner la transformation que je viens d'évoquer et que je souhaite profondément pour les mois à venir. Votre institution multiséculaire a maintes fois fait la preuve, lorsque cela a été nécessaire, de sa plasticité. Encore récemment, la réorganisation des chambres, entrée en vigueur au 1er janvier, a montré que la Cour sait s'adapter pour continuer à remplir pleinement sa mission. Et je ne doute pas que la Cour des comptes continuera de montrer sa compétence dans la maîtrise des outils d'évaluation à 360 degrés des politiques publiques, alliant à l'analyse comptable et financière les outils de l'analyse économétrique, ou pourquoi pas numérique, dans un avenir plus lointain. Et vous venez d'évoquer toutes les conséquences sur votre action et votre travail que la révolution numérique en cours produira. Il est en effet indispensable de s'en saisir, car je crois que très profondément, si certaines tâches rébarbatives qui ont déjà été largement allégées pourront être modifiées de la sorte, c'est à une autre forme de contrôle qu'il faudra procéder, comme vous l'évoquiez, mais le contrôle ne se diluera pas dans l'innovation. Et les données, même en large quantité, ne doivent pas, en effet, diluer les mécanismes de responsabilité qui sont au fondement même, non seulement de l'action publique, mais de la démocratie. Ces défis exigeront assurément des profils de plus en plus aguerris, et c'est pourquoi l'expérience de gestion sera de façon croissante au cœur des savoir-faire requis, l'expertise technique dans certains domaines également. La multiplication des allers-et-retours entre la Cour et l'administration active est ainsi une perspective naturelle pour les magistrats. Et ce qui est vrai pour la Cour ne l'est pas moins pour les chambres régionales, dont je salue ici l'action. La performance ne saurait davantage être un tabou du service public. Elle est un devoir vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des contribuables, mais aussi vis-à-vis des agents publics qui aspirent à être reconnus dans l'excellence et accompagnés dans la difficulté. La mesure de la performance et la définition des objectifs de politique publique passe ainsi avant tout par un vaste travail de définition des indicateurs pour répondre à la question essentielle de l'objectif que nous assignons à l'action ainsi conduite. C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre, dans le cadre d'Action publique 2022, de faire des propositions pour que soit défini, avant la fin de l'année, un cadre d'élaboration et de publication des indicateurs de performance de toutes les administrations en lien avec les représentants des fonctionnaires et des usagers. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une culture de la performance pour elle-même que nous visons. Cela n'aurait pas de sens, et ce n'est d'ailleurs pas ce à quoi je me suis engagé. Mais c'est de renouer avec la culture du service, car on sert toujours quelqu'un, et il est le bon pour le mesurer. Et donc, penser défendre la culture du service en ne demandant jamais aux concitoyens usagers ce qu'il en pense, ce qu'il en voit, ce qu'il en mesure, c'est en quelque sorte en perdre les fondements. C'est tout l'esprit du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, actuellement défendu par le ministre de l'Action et des Comptes publics devant le Parlement, qui instituera notamment le droit à l'erreur sur lequel je m'étais engagé, mais une nouvelle forme de rapport entre l'administration et nos concitoyens,
rétablissant la confiance, changeant les modalités du premier contrôle, la relation au quotidien, et valorisant, donnant un socle juridique à ces indicateurs que je viens d'évoquer. Dans cette évolution des mentalités, les hauts fonctionnaires, les grands corps comme le vôtre, auront une responsabilité et un devoir d'exemplarité accru. Si les cadres supérieurs de l'État n'adhèrent pas à ce projet de transformation, il n'ira nulle part. Pour cela, je souhaite qu'une réforme de la fonction publique, et singulièrement de la haute fonction publique, accompagne le mouvement. Non pas une réforme conduite sous des tours un peu poujadistes, comme nous l'avons parfois vu ces derniers jours, qui consisterait à faire des listes de rémunération, que les gens aillent faire des listes de rémunération du secteur privé à responsabilité comparable. C'est simplement vouloir finir de chasser dans certains domaines d'activité de l'État les talents que nous voulons y réattirer. Non! C'est d'avoir un cadre de responsabilité pleinement établi que nous faisons vivre, mais de pouvoir également reconstruire des carrières, le sens de celles-ci, qui fassent de notre haute fonction publique le lieu d'excellence qu'elle est aujourd'hui, mais qui doit continuer à l'être demain, un secteur d'attractivité pour les talents de notre économie, avec un cadre déontologique clair, permettant le passage entre le public et le privé, mais qui permettra de porter, avec la vigueur requise, l'action publique que nous souhaitons. Je crois dans cette réforme de la haute fonction publique, essentielle, parce qu'il faut que nous rendions, là aussi, comme je le disais, davantage de manœuvres à nos hauts fonctionnaires en situation de responsabilité, parce qu'en administration centrale comme sur le territoire, il nous faut donner des responsabilités clarifiées, des moyens redéployés à celles et ceux qui conduisent l'action publique. C'est aussi pour cela que je souhaite très profondément que les fonctionnaires des grands corps se frottent au réel, choisissent des postes difficiles, relèvent les défis du terrain à chaque étape de leur carrière. Et je souhaite dans ce contexte que la sortie de l'ENA, comme la carrière durant les premières années d'exercice, puisse être modifiée pour tenir compte des priorités gouvernementales. Vous avez des talents formidables, nous venons de les voir devant vous il y a quelques instants. Vous en avez, je le sais, besoin pour vos travaux d'évaluation essentiels. Mais l'action publique en a besoin pour rénover l'éducation, le logement, la sphère sociale, dont les ministres me disent qu'ils ont des problèmes de ressources. Et donc, nous ne pouvons pas continuer à avoir non plus les mêmes rites de recrutement et les mêmes rites de passage. Nous devons, à cet égard, profondément changer les entrées en carrière et les débuts de carrière, en sachant valoriser d'ailleurs ces moments de campagne. Elles ne sont pas militaires, mais elles sont au réel de l'action publique. En d'autres temps, quand notre pays était en guerre, il a su le faire. Il y a une forme de guerre aujourd'hui contre la mollesse, la langueur, les habitudes de l'échec ou les impérities. Je crois profondément que nous pouvons modifier, transformer en profondeur l'action publique. Encore faut-il s'en donner les moyens. C'est donc ce que j'ai demandé au Premier ministre de faire. Les comités interministériels de la transformation publique seront l'occasion d'annoncer plus précisément les axes de ces transformations et d'en décliner les mesures concrètes. Vous l'aurez compris, j'assigne aux finances publiques un usage et un chemin nouveau. Et ce sentier est difficultueux, je ne le mésestime pas, mais je crois que nous pouvons le relever, collectivement. Si chacune et chacun, dans nos compétences, nous prenons nos responsabilités. Et mes préoccupations politiques rejoignent vos réflexions stratégiques, parce que nous avons ceci de commun, que notre engagement est exclusivement au service de nos concitoyens et de la France. Alors, je ne sais pas si l'écriture géographique de Julien Gracq dans Le Rivage des Syrtes, se délectant parfois d'un conflit étrange, est ce qui correspond à ce moment de notre République. Je crois que c'est plutôt une morale de l'action qu'il nous faut suivre, moins esthétique, parce qu'il ne faut pas nous habituer à ce conflit étrange, à cet ennemi invisible et aux générosités de la vie qui peuvent accompagner ces périodes. C'est un combat quotidien. Ça n'est pas non plus celui de Sisyphe, je vous rassure. Parce que je pense que, et autour de nous, nombre d'exemples le montrent, je pense que si nous avons cette morale de l'action, cette exigence de la transformation publique ensemble, si nous ne nous habituons à rien, mais avec une détermination réaliste
décidons d'agir et de tenir ferme, nous pouvons collectivement le faire. Voilà ce que je souhaitais, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous dire ce matin, en souhaitant que cet échange soit suivi de bien d'autres, nourris par la même liberté de ton et le même souci de notre pays. Et comme l'année s'ouvre, vous l'avez rappelé, il est encore temps de présenter ses vœux. Je parlais de morale de l'action. Il est un philosophe qui m'est cher et qui aimait l'action, c'était Alain. Et j'ai eu l'occasion de le rappeler à quelques reprises. Il a eu, dans ce qu'on appelle ses propos, mais qui était son carnet de vie, un de ces moments où l'année tournait sur ses gonds, une formule pour dire qu'il ne faut jamais désespérer, il faut penser printemps. Alors je ne sais si ce sera dès l'année prochaine le printemps de l'évaluation que j'évoquais, mais pensons printemps en sachant que ce printemps se fait, se fabrique à tous les temps de l'année, que ce printemps est le fruit d'une action. Alain évoquait l'action de la nature qu'on ne voit pas poindre quand les arbres font dentelle au mois de janvier, mais qui travaillent sous terre. C'est ce même travail que nous avons à conduire pour notre État, notre action publique, qui permettra non seulement de penser printemps, mais de le faire, et je souhaite qu'il puisse être fait dans les années qui viennent. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, merci. L'audience est levée. Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir demeurer à votre place quelques instants pendant que je raccompagne le Président de la République avec le Procureur général. J'invite celles et ceux qui le souhaitent à se rendre ensuite dans la galerie et la bibliothèque pour partager avec nous une légère collation. Je vous remercie.